Dans les camps de concentration nazis, la science et la cruauté se sont entremêlées de façon inimaginable. Des médecins en blouse blanche, qui auraient dû être des protecteurs de la vie, sont devenus des figures centrales de certains des actes les plus choquants et troublants de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces lieux, hommes, femmes et enfants ont été soumis à des expériences qui ont défié les limites de l'humanité, transformant leur corps en simples objets d'étude. Ces médecins, soutenus par le régime nazi, ont exploré des méthodes extrêmes et mené des expériences qui dépassaient toute conception de l'éthique. Leurs actions ont laissé une marque indélébile dans l'histoire, et les détails de ce qui s'est produit dans ces laboratoires de fortune continuent de susciter stupeur et horreur. Qu'est-ce qui a poussé ces professionnels à franchir toutes les limites de la moralité? Quels étaient les objectifs derrière ces expériences? Eugénisme dans les camps de concentration, le côté obscur de la science nazie. L'idéologie nazie, profondément influencée par les théories de l'eugénisme, a marqué un sombre chapitre de l'histoire de l'humanité. Sous le prétexte de perfectionner la race aryenne, Adolf Hitler et ses partisans ont transformé la science en un outil d'oppression. Les camps de concentration sont devenus des laboratoires humains où les médecins nazis ont mené des expériences sur les prisonniers, justifiant ces actes comme un sacrifice nécessaire pour l'avancement de la génétique. Dès le début du Troisième Reich, des figures comme Heinrich Himmler ont vu dans les camps de concentration une opportunité de mener des recherches sans aucune contrainte éthique. De nombreux médecins nazis, membres de la SS, jouissaient d'un pouvoir absolu, alternant entre blouse blanche et uniforme noir. Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, a encouragé l'arrivée des médecins dans les camps, croyant qu'ils pourraient faire d'Auschwitz un centre d'expérimentation génétique. Des prisonniers de tous âges et de toutes conditions ont été utilisés comme sujets d'expérimentation. Non seulement ils ont enduré le travail forcé, mais ils ont aussi été sélectionnés pour des expériences médicales. Ces tests, souvent mortels, allaient des études sur les maladies infectieuses à des procédures chirurgicales extrêmes. Les médecins justifiaient ces actions comme nécessaires pour améliorer la santé et la force de la race aryenne. De grandes entreprises ont également joué un rôle clé dans ces horreurs. Bayer, filiale du conglomérat IG Farben, utilisait des prisonniers comme cobayes pour développer des médicaments. Des documents révèlent qu'en 1942, 150 femmes du bloc 10 d'Auschwitz ont été vendues à Bayer pour tester un nouvel anesthésique. Aucune n'a survécu. Les tests médicaux ne se limitaient pas aux expériences physiques. Julius Halvorsen, un médecin nazi respecté, a collecté près de 700 cerveaux provenant d'individus tués uniquement à des fins d'analyse scientifique. Ces pratiques étaient menées sous la protection du régime avec l'approbation des plus hauts niveaux du pouvoir nazi. Des noms comme Joseph Mengele, Karl Klauberg et Eduard Wirth sont devenus synonymes des horreurs médicales nazies. Mengele, surnommé l'ange de la mort, a mené des expériences particulièrement atroces, se concentrant sur les jumeaux pour étudier la génétique et effectuer des comparaisons. Klauberg, quant à lui, a travaillé sur des procédures de stérilisation de masse visant à empêcher la reproduction des individus jugés indésirables. Bien que de nombreux documents attestant de ces expériences aient été détruits, les témoignages de survivants et les archives historiques révèlent un système profondément structuré où la science a été pervertie pour servir une idéologie. Les camps de concentration n'étaient pas seulement des centres d'extermination, mais aussi des laboratoires où toutes les limites de l'éthique médicale étaient franchies. L'histoire des expériences médicales nazies reste un rappel des extrêmes auxquels la science peut être poussée lorsqu'elle est dépouillée de toute humanité et de tout principe éthique. Ces événements soulignent l'importance de veiller à ce que la médecine ne soit jamais utilisée comme un outil d'oppression. Les médecins de la mort, l'expérimentation médicale dans les camps nazis. Dans les camps de concentration nazis, les médecins sont devenus des rouages essentiels d'un système qui a poussé la science à des extrêmes inimaginables. Ces hommes, souvent présentés avec des apparences professionnelles et des manières charmantes, ont mené des expériences brutales transformant les prisonniers en cobayes involontaires. Parmi eux, des noms comme Joseph Mengele, Karl Klauberg et Horst Schumann sont emblématiques d'une médecine qui a franchi toutes les limites éthiques au nom de l'idéologie nazie. Joseph Mengele, l'un des médecins les plus infâmes du Troisième Reich,
est arrivé à Auschwitz en 1943 à seulement 32 ans. À première vue, son apparence impeccable et son comportement affable pouvaient être trompeurs. Cependant, derrière son uniforme SS immaculé et son sourire se cachait un homme obsédé par la recherche génétique, en particulier sur les jumeaux. Mengele cherchait des moyens d'augmenter les taux de natalité parmi les femmes jugées purement aryennes, utilisant des enfants polonais et roms comme sujet d'expérimentation. Le travail de Mengele à Auschwitz comprenait non seulement des expériences sur les jumeaux, mais aussi des pratiques chirurgicales inhumaines effectuées sans anesthésie. Les enfants qui survivaient à ces tests étaient tués pour permettre des autopsies, et leur corps était soumis à des analyses exhaustives à la recherche de différences anatomiques ou génétiques pouvant bénéficier au régime. Karl Kloberg et Horst Schumann ont mené des recherches dans le bloc dit d'Auschwitz, se concentrant sur le développement de méthodes de stérilisation de masse. Schumann utilisait des rayons X dans des expériences causant des brûlures graves, des lésions internes et des douleurs insupportables chez les prisonniers. Beaucoup mouraient à la suite de ces tests, tandis que d'autres restaient grièvement mutilés. Kloberg, de son côté, a opté pour des méthodes chimiques, injectant des substances expérimentales dans les utérus de femmes, provoquant des infections, une infertilité et souvent la mort. Des infirmières sous son commandement exécutaient ces tâches brutales, assurant des injections précises, tandis que les médecins observaient de près. En tant que médecin-chef d'Auschwitz, Eduard Wirtz supervisait également des expériences forcées sur des femmes, se concentrant sur des études du col de l'utérus et du système reproducteur. Ces pratiques étaient aussi invasives que celles de ses collègues, ajoutant une couche supplémentaire d'horreur au système d'expérimentation médicale nazi. Karl Werner, un endocrinologue danois, a mis en œuvre un projet expérimental unique à Buchenwald. Il implantait des capsules de testostérone chez des prisonniers homosexuels, promettant de les convertir en hétérosexuels. Bien que certains prisonniers aient affirmé que la méthode fonctionnait, les résultats manquaient de fondements scientifiques et le projet a été abandonné avec la fin de la guerre en 1945. Ces médecins, soutenus par des figures comme Heinrich Himmler et Rudolf Höss, ont poussé la médecine à un niveau de cruauté inimaginable. Leurs expériences non seulement ont causé des souffrances, mais ont également laissé un sombre héritage sur la manière dont la science peut être utilisée comme un outil d'oppression. Bien que de nombreux documents aient été détruits, les témoignages des victimes et les archives historiques rappellent l'ampleur des atrocités commises au nom de la science. Expérience de survie extrême, eau glacée et eau de mer dans les camps nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi a cherché à repousser les limites de l'endurance humaine grâce à des expériences médicales visant à renforcer ses soldats dans des conditions extrêmes. Dans ce contexte, des camps de concentration comme Dachau sont devenus des laboratoires où des prisonniers ont été soumis à des tests destinés à améliorer les capacités des combattants allemands dans des climats défavorables. Les expériences impliquant l'eau glacée et l'eau de mer comptent parmi les épisodes les plus brutaux de cette période. Sigmund Rascher, un médecin bavarois affilié à la SS, a dirigé les expériences sur le gel pour la Luftwaffe. Son objectif était d'identifier des méthodes efficaces pour traiter l'hypothermie chez les pilotes abattus au-dessus de la mer du Nord. Plus de 300 prisonniers ont été utilisés pour ces tests non consentis. À Dachau, les victimes étaient forcées de rester nues à l'extérieur pendant des heures dans des températures glaciales ou étaient immergées dans des cuves d'eau glacée. Leurs signes vitaux étaient surveillés avec des électrodes jusqu'à ce qu'ils atteignent le seuil de la mort. Dans la deuxième phase des expériences, diverses techniques de réchauffement étaient testées, y compris l'immersion dans l'eau chaude. Un témoin, lors des procès de Nuremberg, a rapporté que certaines victimes étaient jetées dans de l'eau bouillante, entraînant de nombreux décès. Heinrich Himmler, chef de la SS, s'intéressait personnellement à ces expériences et a suggéré de tester des méthodes traditionnelles pour combattre le froid extrême, comme l'utilisation de la chaleur animale. Dans une expérience, 4 femmes roms ont été envoyées à Dachau pour réchauffer des hommes en hypothermie, en se couchant nus à leur côté. Ces méthodes macabres reflètent l'obsession des nazis à explorer toutes les ressources possibles pour maximiser l'endurance humaine. Entre juillet et septembre 1944,
Le docteur Hans Eppinger a dirigé des expériences à Dachau visant à trouver des moyens de rendre l'eau de mer potable. Les prisonniers, principalement des Roms, étaient privés de nourriture et forcés de consommer uniquement de l'eau salée ou filtrée, ce qui entraînait une déshydratation extrême et des dommages corporels irréversibles. Les sujets s'affaiblissaient rapidement, allant jusqu'à lécher le sol pour obtenir de l'humidité. Les archives indiquent que certains se mettaient à consommer des chiffons mouillés ou des restes liquides dans une tentative désespérée d'étancher leur soif. Joseph Tschofenig, survivant de l'Holocauste et témoin de ces expériences, a décrit comment les prisonniers souffraient de graves problèmes de santé et mouraient après plusieurs jours de privation et de consommation d'eau salée. Les expériences sur l'eau glacée et l'eau de mer illustrent non seulement la cruauté systématique du régime nazi, mais aussi l'instrumentalisation de la science à des fins militaires. Les données recueillies par des médecins comme Rascher et Eppinger ont été obtenues à un coût humain incalculable et se sont souvent révélées médicalement inutiles. Ces épisodes restent un témoignage des excès auxquels la science peut être poussée lorsqu'elle est dépourvue d'éthique, renforçant l'importance de se souvenir de ces événements pour empêcher que l'histoire ne se répète. L'expérience de la mort, explosifs et gaz dans la solution nazie. Dans la machine d'extermination nazie, l'obsession de trouver des méthodes plus efficaces de mise à mort a conduit à des expériences alliant une cruauté inventive et des technologies disponibles. L'un des épisodes les plus macabres de ce processus impliquait le docteur Albert Widmann, un sous-lieutenant SS, qui cherchait à minimiser l'impact psychologique des massacres sur les soldats et les gardes chargés de les exécuter. En 1941, Widmann fut envoyé à Minsk avec la mission de développer de nouvelles méthodes de mise à mort massive, épargnant aux exécuteurs le traumatisme causé par les méthodes traditionnelles. L'une de ses premières tentatives impliquait l'utilisation d'explosifs pour éliminer des groupes de prisonniers. Dans un bunker isolé, plusieurs patients souffrant de troubles mentaux furent placés à côté de charges explosives. Le résultat fut catastrophique. Bien que la détonation ait causé des dégâts importants, elle ne tua pas instantanément tous les prisonniers. Des survivants sortirent du bunker en rampant et en hurlant de douleur, créant une scène chaotique et horrifiante. Des morceaux de corps jonchèrent le sol et restaient accrochés aux arbres, tandis que les soldats chargés du nettoyage jetèrent les restes dans le bunker effondré. Cette expérience démontra que les explosifs n'étaient ni une méthode viable ni efficace pour l'extermination massive. Widmann abandonna l'idée mais poursuivit sa quête d'une méthode plus propre. Inspiré par un incident impliquant l'empoisonnement accidentel au monoxyde de carbone d'un collègue, Widmann décida de tester ce gaz comme méthode d'extermination potentielle. Dans le sous-sol d'un hôpital psychiatrique à Mogilev, il raccorda un échappement de voiture à une pièce scellée où plusieurs patients furent enfermés. Cependant, l'expérience initiale échoua, car le moteur de la voiture ne produisait pas assez de monoxyde de carbone pour tuer les victimes en un temps raisonnable. Widmann ajusta le processus en remplaçant la voiture par un camion, augmentant la quantité de gaz libérée. Cette fois, les résultats furent jugés satisfaisants. Les prisonniers perdirent connaissance en 1 minute et moururent peu après. Cette méthode fut saluée par Heinrich Himmler, qui voyait dans le monoxyde de carbone un outil efficace d'extermination massive sans affecter le moral de ces hommes. Les expériences de Widmann jetèrent les bases du développement des chambres à gaz. En 1942, I.G. Farben introduisit le Zyklon B, un pesticide hautement toxique qui devint le principal moyen d'extermination dans des camps comme Auschwitz et Majdanek. Entre 1942 et 1945, le Zyklon B fut responsable de la mort de plus d'1 million de personnes. En 1947, 9 directeurs d'I.G. Farben furent condamnés pour crimes de guerre pour leur implication dans le développement et la fourniture du Zyklon B. Ces événements rappellent l'impact létal de la science utilisée sans éthique et au service d'idéologies destructrices. Les jumeaux d'Auschwitz, l'obsession scientifique de Joseph Mengele. Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, a fait des jumeaux le centre de ses expériences les plus tristement célèbres dans le camp de concentration d'Auschwitz. Il croyait que percer les secrets de la génétique des jumeaux lui permettrait de doubler le taux de natalité des Aryens, un objectif qu'il considérait comme essentiel à l'expansion de la soi-disant race maîtresse. Cependant,
Ces expériences étaient motivées non seulement par l'idéologie nazie, mais aussi par un sadisme profond qui l'a poussé à dépasser toutes les limites de l'éthique médicale. Les jumeaux sélectionnés par Mengele subissaient une documentation médicale détaillée, incluant des photographies, des moulages de mâchoires et des empreintes digitales. Ensuite, Mengele procédait à des expériences allant des transfusions sanguines croisées à des chirurgies invasives et amputations sans anesthésie. Dans certains cas, il tenta de fusionner physiquement des jumeaux en cousant leurs membres et tissus pour créer des siamois artificiels. Quand un jumeau mourait, Mengele ordonnait que l'autre soit tué pour effectuer des autopsies comparatives, examinant comment les similitudes génétiques se manifestaient dans les organes internes. Cette procédure fut répétée sur des centaines de paires de jumeaux, laissant derrière elle une traînée de mort et de souffrance. Eva Moseskor et sa sœur jumelle, Myriam, furent capturées et envoyées à Auschwitz en 1944. Âgées de seulement 10 ans, elles devinrent 2 des nombreux enfants soumis aux pratiques de Mengele. 3 fois par semaine, leurs bras étaient immobilisés pour de grandes quantités de sang prélevées, tandis que des substances inconnues étaient injectées dans leurs autres bras, provoquant des douleurs extrêmes et des pertes de conscience. Un jour, Eva souffrit d'une fièvre dangereusement élevée causée par une injection, la rapprochant de la mort. Mengele la visita et remarqua froidement qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle survive plus de 2 jours. Malgré les conditions désespérées, Eva parvint à se rétablir, déterminée à protéger sa sœur. Elle savait que si elle mourait, Myriam serait tuée. L'horreur scientifique, expérience sur les maladies et les produits chimiques mortels dans les camps nazis. Entre 1942 et 1945, les camps de concentration nazis devinrent des centres d'expérimentation médicale où des milliers de prisonniers furent soumis à des tests brutaux, impliquant des maladies mortelles et des produits chimiques toxiques. Ces expériences, menées par des médecins nazis et soutenues par le régime, visaient à faire progresser la médecine pour les forces armées et à tester des traitements pour les blessures et les maladies, sacrifiant des vies humaines sans aucun respect pour l'éthique ou l'humanité. À Dachau, plus de 1200 prisonniers furent utilisés pour étudier le paludisme. Leurs bras étaient immobilisés dans des cages remplies de moustiques porteurs de la maladie. Une fois infectés, ils étaient traités avec des doses extrêmes de médicaments synthétiques, parfois si élevées qu'elles s'avéraient fatales. Plus de la moitié des sujets moururent, tandis que les survivants souffrirent d'effets secondaires graves à long terme. Oswald Paul, administrateur en chef des camps, décrivit ces expériences comme les plus vastes de leur genre sous son commandement, suggérant que le nombre de victimes pourrait avoir été encore plus élevé. Entre 1943 et 1945, les camps de Sachsenhausen et de Natzweiler devinrent des épicentres pour tester l'hépatite virale, alors appelée ictère épidémique. Des prisonniers furent délibérément infectés pour développer des vaccins pour les troupes allemandes. La plupart des victimes moururent, et les survivants endurèrent de grandes souffrances avant d'être remplacés par de nouveaux sujets pour de nouvelles expériences. À Buchenwald, entre 1943 et 1944, des expériences étudièrent les effets de poisons mortels administrés dans des aliments ou par balles empoisonnées. Les victimes qui ne mouraient pas immédiatement étaient exécutées pour permettre des autopsies détaillées. Des photographies et des dossiers minutieux documentèrent l'impact des produits chimiques, y compris des images de corps marqués par des cloques remplies de liquide noir provoqués par des injections de poison. De 1939 à 1945, des prisonniers dans des camps comme Sachsenhausen et Ravensbrück furent exposés au gaz moutarde et à des produits chimiques corrosifs pour étudier les blessures qui en résultaient. Ces brûlures étaient délibérément aggravées et traitées avec des médicaments expérimentaux afin d'identifier des thérapies efficaces. À Buchenwald, des victimes souffrirent de brûlures causées par du phosphore extrait de bombes incendiaires dans le cadre des efforts visant à améliorer les soins médicaux pour les soldats au front. À Ravensbrück, des expériences sur les sulfamides consistaient à créer des blessures artificielles infectées par des bactéries dangereuses comme le tétanos. Les vaisseaux sanguins des victimes étaient ligaturés pour simuler des blessures de guerre, tandis que leurs plaies étaient aggravées avec des éclats de bois et des morceaux de verre. Ces expériences visaient à évaluer l'efficacité des traitements antimicrobiens
mais laissèrent un héritage de mutilations et de morts. Ces expériences non seulement causèrent des souffrances et des décès immenses à des milliers de prisonniers, mais elles démontrèrent également comment la science fut utilisée comme arme pour commettre des atrocités sous prétexte de progrès médical. Ces événements restent un rappel poignant des conséquences horrifiques de dépouiller la science de toute éthique et humanité. Chambre de la mort et altitude. Les expériences de Hubertus Strugold et Sigmund Rascher. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les expériences en haute altitude menées au camp de concentration de Dachau ont marqué l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire scientifique nazie. Sous la direction de Sigmund Rascher et avec le soutien de Hubertus Strugold, ces essais inhumains visaient à comprendre les effets physiologiques des hautes altitudes sur les pilotes allemands. Cependant, derrière ces objectifs médicaux se cachaient des pratiques atroces qui ont coûté la vie à des centaines de personnes. En 1942, des prisonniers de Dachau furent placés dans des chambres de basse pression simulant des altitudes, atteignant 21 000 mètres, 68 000 pieds. Ces tests, conçus pour reproduire les conditions rencontrées par les pilotes éjectés de leurs avions, se révélèrent fatals pour la plupart des sujets. Sur les 200 prisonniers utilisés, 80 moururent pendant les expériences et les autres furent exécutés pour permettre des autopsies. Rascher documenta méticuleusement les réactions des victimes alors que leur corps luttait pour survivre sans oxygène. Dans une lettre à Heinrich Himmler, il décrivit comment un homme de 37 ans avait subi des convulsions, perdu connaissance et finalement succombé après 30 minutes de privation d'oxygène. Ce compte rendu froid et impersonnel reflète l'absence totale d'humanité dans la conduite de ces expériences. Alors que Rascher exécutait ces expériences, il agissait sous les ordres de Hubertus Strugold, un physiologiste de renom et chef de la recherche aéromédicale de la Luftwaffe. Strugold, plus tard surnommé le père de la médecine spatiale, supervisa des études incluant des tests de privation d'oxygène sur des enfants épileptiques transférés d'un centre d'euthanasie à son laboratoire de Berlin. Bien que ces enfants aient survécu, les expériences visaient à simuler les effets de l'hypoxie, un danger fréquent à des altitudes extrêmes. Strugold fut amené aux États-Unis en 1947 dans le cadre de l'opération Paperclip, un programme conçu pour exploiter l'expertise des scientifiques allemands au profit des Alliés. Pendant son séjour à la NASA, il fut célébré pour ses contributions à la médecine spatiale. Cependant, des enquêtes menées en 2004 révélèrent son implication dans des expériences de guerre, incitant l'Association de médecine aérospatiale à retirer un prix portant son nom. Alors que Rascher fut arrêté en 1944 pour fraude et exécuté peu avant la fin de la guerre, Strugold échappa à la justice pendant des décennies. Son histoire symbolise comment la science, dépourvue d'éthique, peut être utilisée pour justifier des atrocités. Les expériences en haute altitude menées à Dachau et dans les laboratoires de Strugold ont non seulement causé la mort et la souffrance de centaines de personnes, mais elles ont aussi laissé un héritage glaçant sur les extrêmes que la science peut atteindre lorsqu'elle est dissociée de l'humanité. Ces pratiques atroces rappellent la nécessité de maintenir l'éthique au cœur de la recherche scientifique. La science aux limites, les expériences nazies sur les femmes à Ravensbrück. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ravensbrück, un camp de concentration pour femmes, devint le théâtre d'expériences horribles visant à mettre en œuvre les politiques d'hygiène raciale, à explorer les limites du corps humain et à développer des méthodes chirurgicales et chimiques conformes aux idéaux nazis. La stérilisation forcée constituait une priorité médicale pour le régime nazi, visant à empêcher la reproduction des individus jugés inaptes selon les standards du Troisième Reich. À Ravensbrück, les femmes furent soumises à des interventions chirurgicales invasives, notamment l'ablation des ovaires et la ligature des trompes. Réalisées dans des conditions insalubres et sans anesthésie adéquate, ces opérations entraînaient des infections graves, des douleurs chroniques et, dans de nombreux cas, la mort. De plus, des médecins nazis expérimentèrent des méthodes chimiques en injectant des substances dans les organes reproducteurs. Ces produits détruisaient les tissus ovariens, provoquant une inflammation sévère et laissant les victimes stériles. Les expériences de radiation furent une autre méthode employée. Les femmes furent exposées à de fortes doses de radiation dans la région pelvienne, causant de graves brûlures, des empoisonnements
et, chez les survivantes, des cancers. L'objectif de ces expériences était de trouver des solutions rapides, économiques et reproductibles, reflétant l'approche systématique du régime en matière d'hygiène raciale. Les femmes enceintes furent également soumises à des expérimentations à Ravensbrück. Certaines furent autorisées à mener leur grossesse à terme dans des conditions extrêmes, telles qu'une malnutrition sévère et l'absence de soins médicaux, afin d'étudier les effets sur le développement fœtal et la santé maternelle. Dans d'autres cas, des avortements forcés furent pratiqués sans anesthésie, causant des dommages physiques et psychologiques irréversibles. Ces procédures visaient non seulement à interrompre les grossesses, mais aussi à tester de nouvelles techniques d'avortement et des médicaments expérimentaux. Les fœtus extraits au cours de ces opérations furent utilisés pour des recherches supplémentaires, servant les objectifs scientifiques du régime. Le camp devint également un lieu d'expérimentation sur des substances chimiques et des bactéries dangereuses. Des prisonnières furent injectées avec des composés toxiques pour en observer les effets. Ces tests provoquèrent des infections graves et des blessures permanentes. Dans d'autres cas, elles furent exposées à des maladies infectieuses comme le tétanos, simulant des blessures de guerre pour évaluer l'efficacité de traitements expérimentaux. Les expériences biologiques incluaient aussi des tests avec des agents antimicrobiens comme les sulfamides, utilisés sur des plaies volontairement contaminées avec des bactéries et des corps étrangers comme du verre et des éclats de bois. Ces scénarios simulaient des blessures de guerre, transformant Ravensbrück en un laboratoire pour le développement de traitements médicaux destinés aux champs de bataille. Les femmes soumises à ces expériences subirent des conséquences sanitaires dévastatrices. Beaucoup furent rendus stériles, tandis que d'autres souffrirent d'infections chroniques, de douleurs persistantes et de graves traumatismes psychologiques. Ravensbrück devint un lieu où les prisonnières furent réduites à l'état d'outils d'études médicales, dépouillées de toute humanité. Après la guerre, les expériences menées à Ravensbrück et dans d'autres camps furent exposées lors des procès de Nuremberg. Les médecins responsables furent accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et certains furent condamnés. Cependant, beaucoup échappèrent à la justice, laissant un héritage d'impunité et de souffrance. Ces procès conduisirent à l'établissement de normes éthiques en recherche médicale, comme le Code de Nuremberg, destiné à prévenir de tels abus à l'avenir. Ravensbrück et les expériences qui y furent conduites demeurent un témoignage des extrêmes auxquels la science peut être poussée lorsqu'elle abandonne toute éthique. Manipulation de la génétique humaine. Les expériences nazies pour façonner la race aryenne. Sous le régime nazi, les camps de concentration devinrent des centres d'expérimentation médicale où des pratiques inhumaines furent menées pour soutenir l'idéologie de la supériorité aryenne. Ces expériences visaient à modifier les caractéristiques physiques des prisonniers et à justifier des politiques génocidaires à travers des pratiques pseudo-scientifiques qui reflétaient l'extrême détournement de la science à des fins politiques et raciales. L'une des procédures les plus tristement célèbres menées par les nazis était la tentative de changer la couleur des yeux pour correspondre à l'idéal racial aryen, représenté par des yeux bleu clair. Cette expérience, dirigée principalement par Joseph Mengele à Auschwitz, consistait à injecter des pigments chimiques directement dans les yeux d'enfants et d'adultes. Les récits des survivants décrivent cette procédure comme incroyablement douloureuse, provoquant de graves inflammations, une cécité permanente et, dans de nombreux cas, la mort due à des infections non traitées. Malgré ces atrocités, les expériences échouèrent à produire une quelconque modification significative de la couleur des yeux, soulignant leur futilité scientifique. Cependant, ces pratiques furent méticuleusement documentées dans le cadre des efforts nazis pour justifier leur obsession de la pureté raciale. Parallèlement, les médecins nazis menèrent des études anatomiques et physiologiques sur des prisonniers de divers groupes ethniques, notamment les Juifs, les Roms et les Slaves. Ces investigations incluaient des mesures exhaustives des corps des victimes, comparant leurs caractéristiques physiques aux standards aryens définis par les nazis. Les pratiques les plus brutales impliquaient des dissections pratiquées sur des vivants, sans anesthésie, pour observer le fonctionnement interne des organes et des systèmes dans des conditions extrêmes. Les prisonniers furent soumis à des interventions chirurgicales invasives, suivies d'analyses détaillées qui manquaient de tout fondement scientifique, mais servaient à renforcer des récits d'infériorité raciale. Dans un cas documenté,
Des membres de prisonniers furent amputés pour étudier la cicatrisation des tissus et leur régénération dans différentes conditions. Ces expériences provoquaient des souffrances insoutenables et entraînèrent souvent la mort des victimes. Des figures de renom, telles qu'Ottmar von Verschuer, utilisèrent ces études pour légitimer les politiques d'extermination et de discrimination systématique. Le but de ces expériences n'était pas d'avancer la science médicale, mais de soutenir l'idéologie nazie. Chaque résultat était manipulé pour valider la croyance selon laquelle certains groupes étaient biologiquement inférieurs, justifiant ainsi leur persécution et leur extermination. Les données obtenues étaient collectées et présentées comme des preuves scientifiques, lors de conférences et dans des publications au sein du Reich, renforçant le discours de la suprématie aryenne. Après la guerre, les procès de Nuremberg exposèrent les horreurs commises au nom de la science au monde entier. Si de nombreux médecins et scientifiques nazis furent condamnés pour crimes de guerre, d'autres échappèrent à la justice et poursuivirent leur carrière dans divers pays. Ces expériences illustrent comment la science dépouillée de toute éthique peut devenir un outil pour justifier l'oppression et le génocide. Aujourd'hui, les horreurs des camps de concentration rappellent l'importance de maintenir l'humanité et l'éthique au cœur de la recherche scientifique. Dans les camps de concentration nazis, la science fut transformée en un outil d'oppression et de cruauté, où des médecins censés protéger la vie commirent des actes inhumains au nom d'une idéologie dévoyée. Ces expériences médicales privèrent hommes, femmes et enfants de leur dignité et de leur humanité, laissant des cicatrices profondes, tant physiques que psychologiques, sur les victimes. L'obsession nazie pour l'eugénisme et la supériorité aryenne mena à des manipulations génétiques et à des pratiques atroces qui défiaient toutes les limites de l'éthique. Les procès de Nuremberg furent une étape cruciale pour condamner ces crimes et établir des principes éthiques fondamentaux en recherche médicale, mettant l'accent sur le respect des droits humains et de la dignité de chaque individu. Cependant, l'héritage d'impunité pour nombre de ces médecins et l'utilisation ultérieure de certaines de leurs découvertes soulignent les complexités de la justice d'après-guerre. Ces événements restent un rappel glaçant des abîmes que la science peut atteindre lorsqu'elle est détachée de toute éthique, soulignant la nécessité de maintenir l'humanité, la dignité et l'intégrité éthique comme piliers de toutes les entreprises scientifiques.